L'amour, c'est cette énergie mystérieuse qui a inspiré les plus grands poètes, fait chavirer les cœurs les plus endurcis et intrigué les scientifiques à travers les âges. On a presque tous et toutes déjà ressenti ça quand une fille ou un garçon effleure notre main, nous regarde profondément dans les yeux. C'est comme si le temps s'arrête, on sent notre pouls qui s'accélère, on entend notre cœur résonner dans notre poitrine. Mais au fond, c'est quoi être amoureux ? Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de Conscious Love. Aujourd'hui, on aborde un sujet universel qui nous fait tous et toutes vibrer. Être amoureux. Ce sentiment qui nous fait faire des trucs parfois un peu fous, bêtes ou enfantins. Exactement. Mais c'est aussi un sentiment intense qui parfois s'efface avec le temps dans une relation. Et on se demande des fois pourquoi ça arrive. Et est-ce qu'on peut vraiment être amoureux toute notre vie de la même personne ? Ou est-ce que aussi on peut être amoureux de plusieurs personnes ? On va se poser un petit peu toutes ces questions aujourd'hui. On va explorer ensemble ce qui se passe vraiment dans notre tête et notre cœur quand on tombe amoureux ou amoureuse, ce qui se cache derrière l'état amoureux, un cocktail d'hormones, la biochimie de l'amour, et après tout ça, comment reconnaître un amour réel? Alors, on commence par la base. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est amoureux? Eh bien, en fait, c'est un peu comme un shot naturel de drogue. Il y a plusieurs hormones qui vont rentrer en jeu dans ce processus, on va dire, chimique. Tout d'abord, il y a la dopamine qui nous donne une sensation d'euphorie, voire même d'obsession. Donc, en fait, c'est vraiment ce même mécanisme qu'on a lors d'une addiction. Donc, on peut comparer à la cocaïne. Et c'est ce qui va créer, en fait, cette sensation de manque qu'on ressent souvent au début. On a absolument envie de voir l'autre personne et on pense beaucoup à elle. Il y a également une autre hormone qui rentre en jeu, qui est l'ocytocine. Donc, en fait, souvent associée à l'hormone de l'attachement. C'est ce qui renforce les liens grâce au contact physique, à l'intimité, au câlin, etc. Donc, c'est souvent pour ça que quand on fait l'amour avec quelqu'un, on va commencer à créer un lien d'attachement. Et c'est ce qui crée aussi un petit peu une focalisation. En fait, on ne voit plus que l'autre, comme si vraiment le monde autour de nous n'existait plus et qu'on a, comme on dit, Dieu que pour l'autre. Et on a aussi à l'inverse la sérotonine qui, elle, baisse. C'est l'hormone qui va un petit peu baisser contrairement aux autres et qui explique pourquoi aussi on pense tout le temps à l'autre personne. En gros, notre cerveau est sous l'effet d'une drogue naturelle et pas étonnant qu'on idéalise totalement l'autre personne au début. Mais la vérité, c'est que cette phase d'être amoureux ne dure pas éternellement. Elle dure en moyenne entre 6 mois à 12 ans avant que tout se stabilise. Donc si c'est juste une question de chimie, est-ce que ça veut dire que l'amour ne dure jamais ? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui rentre en jeu ? Les neurosciences nous révèlent que tomber amoureux active les mêmes régions cérébrales que la cocaïne, créant une euphorie naturelle plus puissante que n'importe quelle substance. Mais au-delà de la chimie, qu'est-ce qui fait vraiment battre nos cœurs ? Justement, une des illusions de l'état amoureux, c'est que, en réalité, on est souvent amoureux de ce qu'on projette de l'autre personne sur l'autre et pas forcément de qui il est vraiment. Quand on idéalise quelqu'un, on lui attribue inconsciemment ce qu'on désire ou ce qui nous manque chez nous. Nos attentes créent une version idéalisée du partenaire, amplifiée par ces hormones de l'amour. Et en fait, nos expériences passées jouent un rôle clé en fait dans cette projection. Parce que nos schémas d'attachement qu'on a eus lors de l'enfance, pendant notre enfance, influencent profondément nos relations amoureuses. On va prendre 2 exemples assez simples. Une personne qui a grandi dans une famille disponible, attentive à ses besoins affectifs et physiques,
qui est vraiment là, présente, développera probablement un style d'attachement sécure, on va appeler sécure, comme on l'a vu dans un épisode précédent où on parle de sécurité intérieure. Avec Sophie Lise, c'était un entretien très intéressant d'ailleurs. Oui, exactement, que tu as mené, Heidi. Donc en fait, cette personne qui va développer un attachement donc dit sécure sera plus à l'aise dans l'intimité, sera beaucoup plus à l'aise à créer des liens intimes et s'ouvrira aux autres plus facilement. Elle pourra en fait faire confiance et laisser entrer l'autre dans son intimité, dans une relation amoureuse. En restant tout à fait autonome. Oui, c'est ça, exactement, en restant soi-même et autonome et pas dans la dépendance. À l'inverse, quelqu'un qui a vécu des expériences affectives peut-être un peu incohérentes ou douloureuses dans son enfance, des traumatismes ou autres, va développer plutôt un style d'attachement qu'on dit insécure, qui peut être évitant, anxieux ou désorganisé, ce qui peut entraîner des comportements donc anxieux ou maintenir une distance émotionnelle avec une autre personne. Donc parfois, on croit être amoureux ou amoureuse, mais en réalité, on cherche juste à combler un vide en nous. Exactement. Et en fait, je pense que c'est là toute la différence entre être amoureux et aimer réellement. Être amoureux, c'est une sensation intense qui est liée à nos besoins inconscients. Aimer, c'est une décision, c'est un engagement, c'est quelque chose qu'on va mener. C'est une construction consciente. Par exemple, une personne peut être follement amoureuse jusqu'au point où elle se rend compte que son partenaire ou sa partenaire ne correspond pas du tout à l'image qu'il s'était fabriquée pendant cet état d'être amoureux. Ouais. On va parler un petit peu maintenant de théorie. Tu sais, en fait, dans les années 60, les scientifiques avaient une vision un peu basique, on va dire, de l'amour. Ah oui, raconte-moi tout ça. Oui, en fait, ils pensaient que tout était une question de survie, de reproduction. Genre, les hommes étaient programmés, en fait, pour repérer des signes de fertilité chez une femme. Donc, c'est-à-dire la jeunesse, une peau soi-disant lumineuse, certaines formes, etc. Et à l'inverse, les femmes cherchaient des hommes qui pouvaient les rassurer, les protéger. Donc vraiment ce truc de protection, de sécurité, pas forcément de jeunesse à l'inverse, mais peut-être plus de maturité. Donc c'est un peu simpliste, non, tu trouves pas? Oui, même si on garde quelques vieux réflexes gravés dans notre ADN, l'amour c'est tellement plus que ça, on est d'accord. Ouais, clairement. Mais après, la psychologie moderne, en fait, a développé d'autres théories, notamment une vision quand même plus riche, qui est la théorie des échanges, qui est super intéressante. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, c'est quoi la théorie de ce échange? En gros, elle nous montre que on est attiré par bien plus que le physique ou que le statut social, comme on pouvait le voir peut-être avant. Et on peut tomber amoureux de plein de choses chez l'autre, donc de plein de qualités, comme son intelligence, sa gentillesse, son optimisme, etc. Ok, intéressant. Et j'ai entendu aussi parler de la théorie de la personne. Oui, c'est une théorie qui a été développée aussi un peu plus tard, qui est assez intéressante. Donc en fait, cette théorie suggère qu'on est souvent attiré par des personnes qui nous complètent. Genre, si tu es plutôt anxieux, tu vas plutôt chercher quelqu'un qui est sécure, qui est relax. Si tu es du genre à manquer de confiance, tu vas plutôt être séduit par quelqu'un qui a de l'assurance. En fait, c'est comme si on cherchait inconsciemment chez l'autre ce qui nous manque en nous, ou peut-être quelque chose qu'on a en nous mais qu'on aimerait développer. Oui, et je pense que en fait, quand tu parles de personnes qui sont anxieuses, ils vont plutôt être attirés par les personnes qui ont un style d'attachement plutôt évitant. C'est souvent cet schéma de comportement qu'on trouve dans les couples. Oui, dans les styles d'attachement. Mais là, je parlais plutôt de qualité qu'on va chercher chez l'autre. Ok. Mais oui, bien sûr, après, il faut faire attention à ces mécanismes qu'on a l'habitude d'observer. C'est vrai, ça va être assez classique de voir quelqu'un qui a un attachement anxieux avec quelqu'un qui a un attachement évitant, parce que ça peut s'opposer et s'attirer. Donc, il y a une complémentarité
qui nous fait craquer ou qui nous attire au début pour devenir peut-être compliqué après. Tel le miroir de nos désirs les plus profonds, l'être aimé devient le lieu de nos projections, de nos espoirs et parfois de nos blessures non guéries. C'est ce que Carl Jung appelait l'anima et l'animus, ces parts idéalisées que nous cherchons chez l'autre. Alors maintenant, comment savoir si on aime vraiment quelqu'un ou si on est juste accro à l'idée d'être amoureux? Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont amoureux de l'amour et moi-même, je pense que j'ai été un petit peu comme ça. Donc comment on arrive à démêler un petit peu ce genre de sentiments? Oui, c'est vrai que c'est important de différencier l'illusion qui nous amène quand on est amoureux, amoureuse. Et donc, le premier signe d'un amour mature est justement l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et vous aimez l'autre pour ce qu'il est vraiment, avec ses qualités, mais aussi avec ses imperfections. Et on ne cherche pas non plus à le changer pour qu'il corresponde à nos attentes ou sans attendre que cette personne devienne quelqu'un d'autre. Un amour sain repose sur la reconnaissance et le respect de l'identité de chaque personne. Une deuxième signe d'un amour mature, je dirais que c'est la communication ouverte, dans laquelle on peut exprimer nos peurs, nos craintes, nos besoins et d'être vulnérable sans être jugé ou rejeté. Et cette connexion émotionnelle repose sur une écoute active et la validation de nos émotions, nos ressentis. Ouais. Tu as un autre signe à apporter sur l'amour mature? Oui, je pense que le troisième, ce serait l'engagement. C'est choisir en fait chaque jour d'être dans la relation, même quand on sent que l'intensité amoureuse diminue. L'amour durable, c'est pas qu'une question de chance, genre on a trouvé le bon partenaire, on est amoureux et ça s'arrête là en fait. Justement, c'est après l'état amoureux que la relation commence réellement, quand on commence à y mettre de l'engagement et à construire quelque chose de plus durable. Oui, exactement. Donc, par exemple, moi, je peux sentir des émotions ou une attirance physique envers plusieurs personnes, mais l'effet de construire une relation, d'avoir un engagement, ça implique une décision consciente sur avec qui j'ai envie de construire une relation, avec qui j'ai envie d'évoluer et grandir. Tu veux dire que tu peux ressentir une attirance pour quelqu'un d'autre? Oui, mais ne pas forcément avoir une relation avec cette personne. Et c'est OK, c'est pas grave. Ouais, ça Je fait pense que partie c'est naturel en fait. Exactement. Souvent les gens vont dire non, je ressens rien d'autre, enfin j'ai aucune attirance pour quelqu'un d'autre et ça serait très grave, Ouais. etc. Mais je pense que humainement, c'est OK de juste trouver quelqu'un d'autre beau et attirant physiquement ou émotionnellement. Et voilà, ça veut pas dire qu'on a envie de plus. Ou envie de construire ou de nourrir une relation avec cette personne. Finalement, il y a le respect et la compatibilité. Au-delà de l'attirance physique ou chimique, il y a aussi la construction d'une relation sur des bases et des valeurs communes. Et l'amitié aussi, c'est un ingrédient très important dans une relation. Et une vision partagée ou en commun de la vie. Exactement. Donc être amoureux, en fait, c'est bien, mais ça promet rien sur le long terme, quoi. C'est pas signe de longévité ou du fait que la relation va être belle et importante. Oui, en fait, pour moi, être amoureux, c'est l'état pour amener la proximité envers cette personne ou la découvrir telle qu'il est, même si je sais que c'est difficile parce qu'on est sous les effets d'une drogue naturelle. Mais en fait, c'est la phase dans laquelle on doit profiter de se découvrir.
de se découvrir, de découvrir nos défauts, nos qualités. Et c'est à la suite de cette phase d'être de l'état amoureux qu'on commence à construire la relation. L'amour est une force qui transcende notre logique, une alchimie unique, où raison et émotion se mêlent dans une danse infinie qui continue de faire battre nos cœurs, même quand le chemin devient difficile. Quand nous aimons profondément, notre cerveau crée des connexions aussi puissantes que nos premiers liens d'attachement. C'est une rencontre entre nos émotions profondes et notre nature primitive, une mélodie qui résonne au-delà de la simple raison. L'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est une intelligence du cœur qui nous guide vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'autre. Dans cette vulnérabilité partagée réside peut-être le plus beau des mystères, notre capacité à rester connectés à l'essence même de ce qui nous fait vibrer. Donc vient une question très importante, peut-on être amoureux de plusieurs personnes à la fois ? Alors je sais que c'est une question qui divise parce qu'en fait elle touche à des visions très différentes de l'amour et des relations. La monogamie, elle est souvent vue comme une norme universelle alors que elle a rien d'universel. Elle s'est un peu imposée au fil du temps dans notre société pour des raisons culturelles, familiales, économiques et aussi religieuses. Donc de l'autre côté, on a le polyamour qui repose sur l'idée que l'amour peut se vivre à plusieurs dans un cadre où la transparence et le consentement sont essentiels, donc avec vraiment des accords qu'on va avoir dans nos différentes relations. Mais ça implique donc qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes. Et c'est une vraie question en fait. Et d'un point de vue biologique, qu'est-ce que la science en pense ? Notre cerveau est capable à la fois de créer des liens profonds et de ressentir une attirance pour la diversité amoureuse. Donc pour plusieurs personnes. Oui, pour moi, c'est très important ce que tu as évoqué. Et sur la question des relations polyamoureuses, c'est très important les accords, les consentements. Et en fait, au final, c'est qui est juste pour toi, pour l'autre, et ne pas forcer l'autre à faire quelque chose qu'il n'a pas du tout envie. Donc, c'est très important. Pourquoi certaines personnes cherchent une exclusivité stricte dans la monogamie, par exemple, alors que d'autres personnes s'épanouissent tellement dans les relations ouvertes, on va dire, ou multiples? La réponse pourrait se trouver dans la théorie d'attachement. En général, les personnes qui ont développé un style d'attachement sécure peuvent se sentir plus à l'aise dans l'idée d'explorer différentes façons de se relationner, de créer une relation, et car ils se sentent confiants dans leur lien émotionnel. En revanche, les personnes qui ont développé un style d'attachement plus insécure, anxieux, et peuvent rechercher l'exclusivité pour se rassurer justement face à une peur peut-être de l'abandon. Alors pour certains, le polyamour, c'est un choix de vie. C'est une manière d'être aligné en fait à leurs valeurs de liberté, d'authenticité, de curiosité. Mais pour d'autres, c'est simplement en fait leur façon naturelle d'aimer plusieurs personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'existe pas une bonne manière d'aimer. Chacun doit trouver en fait ce qui lui correspond en fonction de ses valeurs, de son environnement, de qui il est. Et l'essentiel, c'est que chaque relation soit basée sur le respect mutuel, sur l'honnêteté, sur le consentement, et que ça corresponde vraiment à qui on est profondément, en tant qu'être, en tant que personne. Pour conclure, ça dépend de notre modèle de relation et de nos valeurs personnelles. Et pour donner un exemple, on peut ressentir l'émotion de l'amour dans plusieurs phases de notre vie avec différentes personnes en même temps. Mais choisir, construire une relation, et c'est un choix conscient qui demande un engagement, même dans les relations polyamoureuses. Et là, l'engagement, je dirais, c'est des fois plus élevé.
Et la transparence notamment. Après, c'est vrai qu'on a parlé d'amour, de façon d'aimer, de si on peut aimer plusieurs personnes, de relations exclusives, etc. Mais il y a d'autres formes de relations. Il y a des relations libres, il y a des relations, comme on a dit, polyamoureuses, etc. On n'a pas forcément évoqué tous les types de relations ici, mais ça pourrait être intéressant à explorer une prochaine fois. Ouais, ça donne, c'est un sujet pour tout un épisode. On va dire qu'il y a la monogamie et la non-monogamie. Exactement. C'est bien résumé. À travers les cultures et les époques, l'amour a pris 1001 visages. Nos sociétés occidentales ont fait de la monogamie la norme, mais l'histoire nous montre que le cœur humain est plus complexe. Les anthropologues qui ont parcouru le monde ont découvert que chaque culture a sa propre définition de l'amour et des relations. Notre cerveau lui-même semble programmé pour jongler entre le désir d'exclusivité et la capacité d'aimer plusieurs personnes. C'est peut-être ça le vrai mystère de l'amour, sa capacité à défier toutes nos tentatives de le mettre dans une boîte. Pour revenir à notre sujet, en résumé, être amoureux, c'est un mélange de chimie puissante, mais ce n'est pas ce qui fait qu'un amour dure. Et aussi, posez-vous cette question, j'aime cette personne pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle me fait ressentir? Je pense que c'est une question intéressante à vous poser. Et dites-nous aussi en commentaire ou en message sur Instagram, pour vous, être amoureux, qu'est-ce que ça veut dire? Et si cet épisode vous a plu, partagez-le à vos amis, à votre partenaire, à vos partenaires, à qui vous voulez. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. À bientôt! À bientôt! Et si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un avis 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça nous aide. Merci.